Alors, on passe à la présentation suivante, intitulée Anaphylaxie alimentaire, donc présentée par Dr Belhaj. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc après l'asthme, on revient un peu vers l'anaphylaxie alimentaire et ça sera sous forme de cas cliniques. Ça marche. Ces cas cliniques vont rebondir un peu sur la très intéressante conférence de professeur Boussofara. Donc, on va voir si vous avez tout capté de toutes les belles paroles de Dr Boussofara. Alors, bon, il veut pas. Il veut pas. On passe directement au cas clinique. Enfin, si j'y arrive. C'est pas possible. Je crois que cette conférence ne m'aime pas beaucoup. Il a vibré. Je crois que je vais avoir besoin de vous à mes côtés pour toute la conférence. Ah, c'est bon. Voilà. C'est le bouton en bas. Melouta. Bon, d'accord. Je vais trouver un truc. J'espère que ça marche. Alors, on va commencer. Donc, Arslan, il est âgé de 5 mois et demi. Il consulte pour une éruption cutanée. Alors, dans les antécédents familiaux, il n'y a pas de consanguinité parentale, il n'y a pas d'atopie chez les parents de premier degré. Et il avait juste une fente palatine qui est suivie au service de maxillo-facial qui est appareillé, non encore opéré. Voilà. Alors, on a repris le régime alimentaire. Vous savez, on est en anaphylaxie alimentaire. Donc, c'est très important de voir vraiment tout le détail du régime alimentaire des enfants. Donc, il a été allaité par un lait infantile de premier âge depuis la naissance. À l'âge de 4 mois, la mère a commencé la diversification avec fruits et légumes à l'âge de 4 mois, produits laitiers et farine à l'âge de 4 mois et demi et des viandes blanches à l'âge de 5 mois. Alors, l'histoire de la maladie, le jour de la consultation, à 11h du matin, il a ingéré une omelette qui est faite d'œufs, pommes de terre, fromage, sel et poivre. Non ? Vous n'aimez pas cette omelette? C'était le choix de la mère. Donc, quelques minutes après l'ingestion de cette omelette, il a présenté une éruption cutanée. Et c'est ce qui a fait que la mère a consulté aux urgences. Donc, aux urgences, on l'examine. Il est apyrétique à 37,2. Il a un point normal pour son âge. Et il y a cette urticaire du visage, du tronc, de l'abdomen et au niveau des 4 membres, ainsi qu'une tuméfaction de la lèvre supérieure. Fréquence respiratoire est à 45 cycles par minute, une saturation à 99% à l'air ambiant, l'auscultation, il n'y a pas de sibilant, fréquence cardiaque à 102 battements par minute, TRC inférieur à 3, et la tension n'a pas été prise parce qu'il n'y avait pas de brassard adapté. Alors, quel est votre diagnostic? Est-ce une réaction urticarienne simple? Est-ce une anaphylaxie grade 2, anaphylaxie grade 3 ou anaphylaxie grade 4? Pardon? Réponse B, anaphylaxie grade 2. D'autres personnes ont d'autres propositions? Alors, comme vous l'a dit professeur Boussofara, l'anaphylaxie peut se manifester par plusieurs
manifestations cliniques qui surviennent en général dans les 2 heures qui ont suivi l'ingestion de l'aliment ou du contact avec l'allergène. Ça peut être une atteinte au niveau cutané, une atteinte respiratoire, circulatoire ou du tractus gastro-intestinal. Et on classifierait en gros en grade 1 si on a juste des signes cutanéo-muqueux isolés, en grade 2 si on a une atteinte viscérale mais qui reste modérée, grade 3 si l'atteinte viscérale est sévère, et grade 4 si on est au stade d'arrêt circulatoire et ou respiratoire. Il y a aussi cette ancienne classification de Ring et Messner qu'on utilise encore, qui dit grade 1, signe cutané muqueux, grade 2, c'est une atteinte multiviscérale mais qui reste modérée, c'est-à-dire que vous avez les signes cutanés ou muqueux, plus ou moins une hypotension artérielle, plus ou moins tachycardie, plus ou moins toux, dyspnée, ou bien des signes digestifs. Grade 3, vous voyez que là, on a un collapsus, vous avez une tachycardie ou bradycardie, des troubles du rythme, bronchospasme, donc les signes deviennent plus sévères. Et grade 4, on est carrément à l'arrêt cardiaque. Donc ici, on a juste une urticaire et une tuméfaction de la lèvre supérieure. Donc on est dans soit un grade 1, soit ce qu'on appelle une réaction urticarienne simple. La fréquence respiratoire est normale, il n'y a pas de sibilant, l'état circulatoire il est normal, donc on a juste l'atteinte cutanée. Et dans ce cas, quelle serait votre conduite ? J'ai des propositions, ne vous inquiétez pas si ça marche. Voilà. Alors, vous êtes aux urgences, vous accueillez ce malade. Est-ce que vous lui prescrivez de l'adrénaline par voie parentérale ? Est-ce que vous prescrivez de l'oxygénothérapie, un antihistaminique, des corticoïdes par voie générale ou des nébulisations de bêta-2 ? C'est très bien, vous êtes tous dans l'antihistaminique, c'est très bien. Tout le monde ? Voilà. Mais tout le monde, on ne va pas dire tout le monde parce que ça serait trop généralisé, mais disons que dans la plupart des cas, on a toujours peur de cette tuméfaction de la lèvre supérieure, on a peur de l'œdème de Quincke, et on a tendance à donner des corticoïdes par voie générale, en général par voie intramusculaire aux urgences. Pardon ? Oui, ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué, mais c'est vrai que c'est dans la crainte de l'anaphylaxie sévère, c'est dans la crainte que ça se développe, mais on va voir que ce n'est pas indiqué et ces corticoïdes n'auront pas d'effet sur votre atteinte cutanée. Oui, je sais, oui. Mais on les donne quand même hors AMM et ça marche. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'AMM. Le Primalan peut être donné alors, chez le nourrisson, inférieur à partir de 6 mois. Ouais. En tout cas, dans les recommandations, on n'a pas beaucoup de choix. Quand c'est de l'urticaire en rapport avec une allergie allergie alimentaire probable, on donne juste antihistaminique. On arrête bien sûr une éviction de l'aliment suspect et on fait une enquête allergologique. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas l'allergologue, il faut faire une lettre qui décrit bien ce qui s'est passé aux urgences, quelles ont été vos thérapeutiques pour pouvoir guider l'enquête allergologique. Alors, quelle est l'étiologie la plus probable à cette réaction ? Est-ce une allergie aux protéines de lait de vache ? Est-ce une allergie à l'œuf ? Est-ce une allergie à la pomme de terre ? Est-ce une allergie combinée à l'œuf et aux protéines de lait de vache ? Ou est-ce une allergie à un aliment qui n'a pas été identifié par la mère ? Peut-être qu'il y a eu un autre aliment pris qui n'a pas été dit. BE. Donc, est-ce que ça peut être une allergie aux protéines de lait de vache ? Non, parce que c'est un enfant, il a 5 mois et demi, il prend du lait de vache sous forme de lait infantile depuis la naissance.
Donc s'il faisait une réaction allergique aux protéines de lait de vache, elle se serait manifestée beaucoup plus tôt et a priori dès les premiers jours de vie, vu dès que J1, il prend du lait de vache. L'allergie à l'œuf, oui, parce que dans cette diversification alimentaire, la mère n'a pas parlé d'introduction d'œufs, donc peut-être qu'il y a une petite introduction de faible quantité, et là c'était l'introduction importante qui s'est manifestée. Allergie à la pomme de terre, bon, tout peut être possible, mais c'est exceptionnel. Et il y a déjà eu une introduction de fruits et légumes depuis 1 mois et demi. Donc, il suffit de reprendre l'interrogatoire et d'être sûr que cette pomme de terre a été introduite plusieurs fois sans problème. Donc, on va aller vers la piste allergie à l'œuf qui nous semble la plus probable. Pardon ? Allergie à l'œuf. À un autre aliment ? Oui, mais après, il faudra reprendre l'interrogatoire, être beaucoup plus précis. Et c'est ça, le pilier de l'allergie alimentaire, c'est l'interrogatoire. Donc, reposer la question, parce que les parents, des fois, ils ont l'impression que c'est cet aliment qui a provoqué la réaction, et ils oublient qu'ils en ont donné d'autres, et ils peuvent nous faire errer. Donc, reprendre l'interrogatoire, reposer la question, est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment un autre aliment qui a été introduit et qui peut devenir suspect dans ce cas. Donc l'allergie à l'œuf semble la plus probable. Alors, quelle enquête étiologique de première intention que vous allez demander? Donc première intention, qu'est-ce que vous demandez devant cette suspicion d'allergie à l'œuf? Test cutané à l'œuf, dosage des IgE totaux, test multi-allergique aux trophallérgènes, dosage des IgE spécifiques à l'œuf ou allergène recombinant spécifique de l'œuf. Réponse. Alors A, est-ce que vous faites les tests cutanés à l'œuf? Pourquoi? Pardon. Pardon, ça passe tout seul. Alors pourquoi pas test cutané à l'œuf? Aggraver quoi? Pardon? Non, pas forcément. Ça, c'est un test cutané, c'est un prick-to-prick qui peut être fait en consultation en prenant bien sûr les précautions nécessaires. Il faut avoir une trousse d'urgence à côté, ça peut provoquer une allergie, mais dans la plus grande majorité des cas, c'est assez anodin et la peau est un très beau miroir de l'allergie alimentaire. Donc avoir une réaction au niveau du test cutané peut vraiment être un très bon reflet de l'allergie alimentaire. Ça va vous aider dans votre enquête étiologique. Alors, dosage des IgE totaux, ils n'ont aucune place. Donc, avoir des IgE totaux élevés, ça ne veut rien dire. Ça peut être une parasitose, ça peut être énormément d'autres étiologies. Ce n'est pas forcément en rapport avec votre allergie alimentaire. Le test multi-allergique aux trophallérgènes. Pourquoi pas? Donc, dans le test multi-allergique aux trophallérgènes, vous allez trouver l'œuf. Mais le problème, ce n'est pas l'œuf en lui-même, parce que là, ça peut vous aider pour dire est-ce qu'il y a une sensibilisation au niveau de ce test ou pas. Le problème avec les tests multi-allergiques, c'est qu'ils vont vous donner des sensibilisations à beaucoup d'autres aliments. Et il ne faut pas tomber dans le piège de voir plusieurs aliments et de se dire il est allergique à l'œuf, à l'arachide, au kiwi, à la cacahuète, etc. Donc le problème des tests multi-allergiques, c'est de nous induire en erreur et qu'on puisse après être dans la crainte et aller vers des régimes d'éviction trop larges. Donc il vaut mieux rester vers des dosages spécifiques, des IgE spécifiques à l'œuf. Donc vraiment, j'ai une forte suspicion clinique et je vais vraiment diriger mes tests allergologiques vers cette suspicion pour la confirmer ou l'infirmer. Les allergènes recombinants de l'œuf, ils sont très intéressants parce qu'ils ont une valeur diagnostique, mais également une valeur pronostique. Leur taux peut nous dire est-ce qu'il y a de l'allergie ou pas, et est-ce que cette allergie elle est sévère ou pas, et est-ce qu'elle a un potentiel de guérison à long terme ou pas. Mais il faut savoir bien les interpréter. Donc, les tests allergologiques en allergie alimentaire de type IgE médié, les recommandés en première intention, c'est les prick tests, dosage des IgE spécifiques, les allergènes recombinants, plus ou moins tests de provocation orale.
Ceux qui ne sont pas utiles, c'est les IgE totales, les multi-allergiques, comme on l'a dit. Pardon. Je vais revenir en arrière. Voilà, donc Arslan, de 5 mois, qui a fait finalement une urticaire et œdème de la lèvre supérieure suite à l'ingestion d'œufs. Au niveau de ses tests cutanés, il avait une histamine, une papule à 8 mm. Pour le blanc d'œuf cru, il était à 18 mm et le jaune d'œuf cru à 2 mm. Donc déjà, on sait qu'une papule de blanc d'œuf supérieure à 10 à 15 mm à cet âge-là, c'est fortement en faveur d'une allergie à l'œuf. Et pour les allergènes recombinants, nous, on avons dosé les deux allergènes majeurs du blanc d'œuf qui sont fortement positifs. Donc l'allergie à l'œuf, finalement, elle est confirmée. On peut poser notre diagnostic. On va faire une éviction de l'œuf et après, on va continuer la prise en charge d'une allergie alimentaire à l'œuf. Donc, deuxième observation clinique, Taqi, il est âgé de 6 mois. Lui, il consulte pour malaise. Pas de consanguinité parentale, pas d'atopie parentale. C'est l'enfant unique de ce couple et il n'a aucun antécédent personnel. Alors, l'histoire de la maladie. Taqi reçoit un biberon de lait infantile à la maternité, à J1 et J2 de vie. Aucun problème. Et la mère, en rentrant chez elle, elle reprend un allaitement maternel exclusif. À J15 de vie, la mère a besoin de sortir et elle laisse un biberon de lait infantile à la tante qui, 5 à 6 heures après avoir donné ce biberon à Taqi, il présente un malaise, vomissement, pâleur, léthargie et hypotonie. Et ça dure 4 à 8 heures, puis il redevient normal, il se réalimente normalement. La mère, ça l'a un peu inquiétée, donc elle est juste revenue à son allaitement maternel exclusif, et puis c'est tout. À l'âge de 4 mois et demi, elle réessaye un autre biberon de lait infantile, et 6 heures après la prise de ce biberon, il refait un malaise, vomissement, pâleur et hypotonie, et là il consulte parce qu'il commence à s'inquiéter. À chaque fois qu'il y a un biberon de lait qui est pris, ça pose vraiment problème. Donc, à l'examen, il a un poids normal pour son âge, il a un bon tonus axial et périphérique, la fontanelle est normotendue, il est souriant, réactif, il tient bien sa tête. L'examen cardiovasculaire respiratoire sans anomalie, aucune lésion cutanée, vraiment tout va bien. Alors, là, finalement, on est dans un malaise chez un nourrisson de 6 mois. Il en a fait 2, un à l'âge de 15 jours, et puis un à l'âge de 4 mois et demi. Donc, est-ce que c'est des convulsions? Est-ce que c'est une allergie aux protéines de lait de vache de type IgE médié? Est-ce un reflux de gastro-œsophagien, un trouble du rythme cardiaque, une œsophagite peptique? D'accord, parce que c'est moi qui le présente. Alors, qu'est-ce qui vous gêne dans le mot allergie aux protéines de lait de vache dans cette observation? Est-ce que ça semble aussi évident? Est-ce que si vous aviez cet enfant à la consultation, ah oui, c'est évident, ça, c'est une allergie aux protéines de lait de vache. Alors, ce qui est gênant, c'est que les manifestations qu'il fait, ça prend quand même 6 heures pour se manifester. À chaque fois, le minimum, c'est 4 heures. Donc, on n'est plus dans les 2 premières heures où vraiment il y a des manifestations directes. Deuxième chose, c'est un enfant, il ne fait aucune lésion cutanée à chaque fois. Dr Boussofara vous l'a dit, c'est dans 90% des cas chez les nourrissons et les enfants, ils font une réaction cutanée, une urticaire qui est vraiment évocatrice et qui va réellement nous orienter. Et troisièmement, il fait quand même de l'hypotonie, malaise, vomissement, un signe digestif et vraiment de la léthargie. Donc, ce ne sont pas des symptômes qui sont très fréquents. Donc, sincèrement, moi, quand cet enfant est venu, j'étais pas aussi sûre et tranchante. Il y avait ce diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache qu'il fallait évoquer, mais après, ce n'était pas évident. Donc, on va dire probablement allergie aux protéines de lait de vache. En tout cas, c'est une piste à creuser. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme bilan étiologique de première intention? Là, c'est simple.
test cutané lait de vache, test de provocation orale au lait de vache, dosage IgE totaux, je pense que vous avez bien compris que ça n'avait aucune place, IgE spécifique au lait de vache, allergène recombinant au lait de vache. Donc on va faire comme l'enfant auparavant, on va faire les tests cutanés, IgE spécifiques et allergènes recombinants. Alors, on a fait les tests cutanés, histamine 9 mm, lait de vache 0. Donc, comment vous interprétez? Test cutané négatif. C'est tout ce qu'on peut dire. Les IgE spécifiques au lait de vache sont inférieurs à 0,35 kilo-unités par litre. Donc, négatif. Allergènes recombinants, alpha-lactalbumine, bêta-lactoglobuline et caséine, tous les trois sont inférieurs à 0,35 kilo-unités internationales par litre. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier bilan allergologique? IgE médié? Non IgE médié? Ben, quelle est votre conduite? Allergie, protéines de lait de vache, éliminée. Je vais chercher une autre cause de mon malaise. Peut-être que mon malaise n'est pas réellement en rapport avec un problème d'allergie alimentaire. Je vais rassurer les parents et je vais leur dire, ne vous inquiétez pas, reprenez le lait de vache et on va voir pourquoi il fait son malaise, ce n'est pas de l'allergie. Je complète par un test de provocation orale au lait de vache pour confirmer ou infirmer l'allergie aux protéines de lait de vache. Je me dis peut-être que ce test va m'aider à trancher. Je n'arrive pas à prendre une décision. Est-ce que je rassure les parents et je leur dis, voilà, vu que ces tests sanguins et ce test cutané sont négatifs, l'allergie, elle est peu probable, elle est peu active, même si elle est là. Donc vous pouvez introduire le lait cuit à domicile, ça devrait bien se passer. Ou bien je garde sous régime sans lait de vache et je recontrôle mon bilan allergologique après 6 mois. C'est-à-dire je refais les IgE, le recombinant et le test cutané au bout de 6 mois. C'est TPO. Alors, quelles sont les indications d'un TPO, d'un test de provocation orale, en cas de suspicion d'allergie alimentaire? Voilà. Donc ici, je suis un peu inquiète. J'ai une histoire clinique qui est très évocatrice, qui est très parlante, et un bilan allergologique de première intention qui est négatif. C'est dans ce cas qu'arrive le test de provocation orale. Donc, quand vous avez une suspicion d'allergie alimentaire, vous faites les tests cutanés et les IgE spécifiques. S'ils sont positifs, c'est de l'allergie alimentaire, c'est confirmé. Vous pouvez arrêter les explorations, vous prenez en charge votre allergie alimentaire. S'ils sont négatifs, si l'histoire clinique elle est peu probable, vous pouvez être affirmatif et dire pas d'allergie alimentaire. Clinique qui n'est pas très évocatrice, test cutané et IgE négatif, c'est pas de l'allergie alimentaire, je suis en sécurité. Si l'histoire clinique reste vraiment probable avec ces premiers bilans négatifs, il faut passer par le test de provocation orale qu'on appelle TPO diagnostic. Et s'il y a une discordance, vous pouvez avoir test cutané positif, IgE négatif, ou bien le contraire. Il faut aussi passer par le test de provocation orale pour avoir vraiment la confirmation que c'est ou pas une allergie alimentaire et donner une réponse claire aux parents. Donc, on a décidé de faire un TPO diagnostic à ce petit nourrisson. Et on a commencé, on a un protocole de test de provocation orale alimentaire qui est bien codifié dans le service. Bien sûr, ça se passe en milieu hospitalier, l'enfant est hospitalisé, il a une voie veineuse périphérique, il y a de l'oxygène à côté, il y a toute une trousse d'urgence qui est disponible. Le service de réanimation est au courant qu'on fait un test de provocation orale pour au cas où on a besoin de leur aide, ils sont avertis. Et on va donner des doses de lait de vache progressivement, qu'on va augmenter progressivement. Donc après une dose cumulée de 38 millilitres, c'est-à-dire qu'on a donné 1 millilitre, puis 2, puis 5, etc. Donc en dose cumulée de toute la quantité qu'on a donnée. Il fait plusieurs épisodes de vomissement aigu alimentaire. Il fait une pâleur intense, hypotonie axiale avec asthénie. Il devient tachycarde à 135 battements par minute.
La respiration, elle est correcte. Le TRC est inférieur à 3 secondes, la saturation est normale. L'auscultation pulmonaire est normale. Et il fait une selle liquidienne 3 heures après. Donc, première chose, ici. Pardon ? Qu'est-ce que vous faites, première chose ? Arrêtez l'épreuve. Donc, première chose, c'est arrêter le TPO. Dès que vous avez une petite manifestation, même si elle semble banale au départ, arrêtez le TPO et gardez votre enfant sous surveillance et évaluez-le de manière très rigoureuse. Donc ça, c'est des enfants vraiment qui sont scopés de préférence et on les voit toutes les 10, 15, 20 minutes. Hein. On ne les lâche pas, on est vraiment à côté. Donc premièrement, arrêtez le lait de vache, arrêtez de donner du lait de vache et le traiter. Alors, ici, si on reprend... Si on reprend l'anaphylaxie, est-ce que c'est une réaction urticarienne simple, le même QCM? Est-ce que c'est une anaphylaxie grade 2, 3 ou 4? Ici, on est à 2. Donc, on a l'atteinte digestive, on a la pâleur, la léthargie, et on a une tachycardie, mais il n'y a pas de collapsus, il n'y a pas d'atteinte respiratoire. Donc, comme vous l'a dit ce matin, Dr Boussofara, l'anaphylaxie, c'est soit des signes cutanés muqueux et une atteinte respiratoire ou hypotension ou signe de mauvaise perfusion. Donc vous avez l'atteinte de 2 systèmes. Le système cutané plus un des autres systèmes. Sinon, si vous avez au moins 2 des éléments suivants suite à l'exposition d'un allergène, qui est l'atteinte cutanéo-muqueuse, l'atteinte respiratoire, l'hypotension artérielle ou signe de mauvaise perfusion, ou bien des signes gastro-intestinaux persistants. Donc ici, notre nourrisson, qu'est-ce qu'il a? Il a l'atteinte gastro-intestinale qui persiste, donc il fait plusieurs vomissements, plus une diarrhée quelques heures plus tard, et il a des signes de mauvaise perfusion avec cette tachycardie. Sinon, aussi, si vous avez une hypotension artérielle après l'exposition à un allergène, vous êtes déjà dans l'anaphylaxie. Donc ici, on serait à un grade 2, atteinte multiviscérale, mais qui est modérée. Donc, quel est le traitement? On reprend le traitement. Corticoïdes, antihistaminiques, oxygène, adrénaline. Qu'est-ce que vous donnez? Donc vous êtes en anaphylaxie grade 2. La technologie, quand elle ne fonctionne pas, c'est pas drôle. Donc quel traitement vous prescrivez? Adrénaline par voie parentérale, nébulisation d'adrénaline, antihistaminique, corticoïdes ou nébulisation de bêta-2. C, D et l'adrénaline. Vous êtes dans l'anaphylaxie, c'est adrénaline. Hein. Comme l'a dit Dr Boussofara, anaphylaxie égale adrénaline, 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 adrénaline. Tous les autres, ce sont des traitements qui vont aider. Mais celui qui va arrêter la réaction anaphylactique et la traiter, c'est l'adrénaline. Donc, quand vous avez une atteinte cardiovasculaire ou respiratoire, en premier lieu, c'est l'adrénaline. Qu'on donne à 0,01 mg kg. Dr Nif nous a expliqué la dilution. Ouais. Si vous avez les stylos, vous pouvez utiliser les stylos. Sinon, on fait la dilution avec de l'adrénaline IV qu'on a disponible dans les milieux hospitaliers. Après, quand vous avez de la détresse respiratoire cardiovasculaire, vous ajoutez de l'oxygène. Si il y a un état de choc, vous ajoutez le remplissage. Et quand vous avez l'atteinte respiratoire, s'il a une atteinte des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire qu'il y a une voie qui devient rauque, plutôt des nébulisations d'adrénaline, s'il siffle, vous ajoutez les aérosols de bêta-2 mimétiques. Donc finalement, c'est l'adrénaline, quelle que soit. Dès que vous êtes, pour vous, c'est de l'anaphylaxie, c'est de l'adrénaline. Et après, en fonction du système qui est le plus atteint, vous allez adapter la prise en charge complémentaire. Et vous voyez, l'adrénaline, on peut la redonner au bout de 5 minutes s'il n'y a pas d'amélioration.
Là, c'était juste pour rappeler les doses d'adrénaline. Donc, quand on a le stylo injecteur, en milieu hospitalier, c'est beaucoup mieux. Hein. On n'a pas le temps de faire les calculs. Nous, dans notre protocole de test de provocation orale en milieu hospitalier, nous avons déjà, on calcule la dose d'adrénaline qu'il faut donner avant de commencer le TPO en fonction, c'est pour ça qu'il faut avoir le poids de l'enfant, l'examiner, et on prépare déjà la dose d'adrénaline en fonction de son poids, pour que dès qu'il y a une manifestation, la dose d'adrénaline, on la connaît, elle est déjà prescrite et on la donne directement. Sinon, quand c'est un enfant que vous ne connaissez pas bien, utilisez son stylo et après mettez la voie veineuse périphérique et continuez le traitement. C'est l'adrénaline qui va vraiment arrêter l'état de choc. Voilà, ça c'est, comme vous l'a dit Dr Boussofara, c'est déjà réagir dès la maison, dès la cantine, dès qu'il y a une réaction. Ça, les parents doivent le connaître très bien. Donc, pour Taqi, c'était une anaphylaxie grade 2, donc on lui a donné de l'adrénaline IV puisque c'était un test de provocation orale qu'il avait déjà sa voie veineuse périphérique qui était là. On lui a donné un antihistaminique par voie orale, on l'a gardé rien péros, perfusion intraveineuse, et il s'est très vite amélioré, il est redevenu strictement normal au bout de 5 heures de surveillance, et bien sûr on l'a gardé 24 heures de surveillance pour éviter les fameuses réactions biphasiques qui peuvent apparaître plus tard. Donc, finalement, c'est une allergie aux protéines de lait de vache qui a été confirmée par le test de provocation orale. Donc, en conclusion, l'allergie alimentaire chez l'enfant nécessite une enquête rigoureuse, un très bon interrogatoire pour pouvoir prescrire le bilan allergologique qu'il faut. Une allergie, c'est une histoire clinique plus un bilan allergologique à interpréter en fonction de cette histoire clinique. Le TPO a des indications précises. Il faut qu'il soit fait avec beaucoup de précautions, avec des protocoles bien codifiés en milieu hospitalier. Et ne pas oublier que l'anaphylaxie alimentaire peut mettre en jeu le pronostic vital. L'adrénaline reste le pilier du traitement et la prévention reste le pilier de la prise en charge de l'allergie alimentaire, par l'éducation bien sûr des parents. Et je vous remercie. Merci, Dr Belhaj, pour votre intervention. J'aimerais poser une première question quant à l'hospitalisation pour le grade 1, pour l'anaphylaxie de grade 1, est-ce qu'elle est systématique? Surtout que l'enfant se présente très fréquemment aux urgences ou bien à la consultation en n'ayant plus rien. En n'ayant plus, mais bon, la description de la mère, et maintenant les mères prennent de plus en plus des photos par le téléphone. Et c'est clairement une urticaire et le contexte est allergique. Est-ce que l'hospitalisation est systématique dans le grade 1? Quand c'est une réaction urticarienne simple, l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Mais s'il arrive avec son urticaire, il faut prendre le temps de le surveiller au moins quelques heures aux urgences pour être sûr que ça ne se transforme pas en une anaphylaxie grade 2 ou grade 3. En général, si ça va se transformer, ça va se faire dans les minutes. Et le choc anaphylactique, il apparaît dans les 30 minutes, maximum 1 à 2 heures. Même si la nature de l'aliment n'est pas identifiée. Oui. Et après, dès qu'il y a une réaction, arrêter l'aliment suspect si on a déjà une suspicion et l'envoyer très rapidement à une consultation d'allergologue pour justement identifier cet allergène alimentaire et éviter la récidive. D'accord. Et s'il vous plaît, j'aimerais intervenir concernant ces réactions graves qui surviennent dans la majorité du temps pour les enfants plus âgés et même pour les adultes et les adolescents à l'extérieur. Et j'aimerais intervenir concernant l'ignorance générale concernant de ces réactions graves qui nécessitent une intervention en extrême urgence et du manque d'éducation sanitaire. Ce type de pathologie et d'autres urgences doivent absolument être enseignées, doivent être introduites dans les programmes scolaires et pour diffuser l'information concernant ce type d'urgence et beaucoup d'autres et les gestes élémentaires de secourisme qu'on ignore. Nos enfants sont en train de se faire enseigner des choses qui sont complètement inutiles, entre guillemets, ou bien superflues, alors que les gestes salvateurs simples ne sont pas introduits dans le programme scolaire. C'est vraiment hilarant, quoi.
Oui, le rôle de l'éducation est vraiment la pièce angulaire de toute pathologie. Et justement, c'est notre rôle, je crois, en tant que pédiatre, en tant que société savante, d'imposer ça, surtout que le ministère de l'Enseignement est en train de vérifier ses programmes. C'est très important d'enseigner des gestes élémentaires de secourisme et surtout ces urgences-là. Je suis sûre qu'un enfant qui a une allergie alimentaire dans l'école, personne ne le sait, personne ne sait qu'est-ce qu'il doit faire. C'est vraiment... Et c'est très compliqué pour les parents. C'est très compliqué, ou bien... donner l'information. D'accord. Oui. Ou bien une fille qui meurt d'un corps étranger dans la cour de l'école, c'est pas possible. Personne n'est éduqué, c'est catastrophique, quoi. Ça doit être introduit dans le programme scolaire, c'est obligatoire, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est notre rôle, c'est à nous d'imposer ça parce que c'est des drames évitables. Donc drames si on peut les éviter, oui. Il faut tout faire pour. Oui, d'accord. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. De 6 mois de lait de vache, est-ce que la recherche des IgE une nouvelle fois est intéressante avant la réintroduction? Oui, dans l'allergie aux protéines de lait de vache, on va faire une éviction pendant 6 mois après le dernier accident ou incident où il y a eu une réaction, et on refait test cutané et IgE spécifique. Et c'est le test cutané et les IgE spécifiques, leur évolution dans le temps, qui vont nous dire quel est le moment où il a commencé à acquérir une tolérance et où on peut plutôt faire soit des réintroductions, soit des TPO, des tests de provocation orale de réintroduction dans ce cas. Oui, on les refait. Peut-être qu'il était, ce petit, peut-être était en allergie pour une cause X à ce moment-là, et peut-être qu'en les refaisant dans 6 mois, ils vont être positifs. Mais après, le test cutané en lui-même n'est pas... c'est-à-dire, si vous avez un test cutané qui reste positif avec des IgE spécifiques qui baissent de manière très importante, ça se discute, la réintroduction se discute quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les choses en globalité. Mais c'est des tests qui nous permettent de faire le diagnostic, mais également de détecter le moment de la tolérance et de la réintroduction de l'aliment et de la guérison possible. Oui ? Je vais répéter la question. Hein? En cas de TPO, quand les parents ont peur et refusent ce test. Surtout pendant l'épidémie Covid, ils refusent l'hospitalisation et avec le risque. Est-ce qu'on peut faire de l'autre manière, c'est-à-dire attendre 2 mois, on fait l'exclusion des protéines de lait de vache et refaire les tests par la suite? Ça serait pas une alternative? Pour faire un test de provocation orale, il faut avoir le consentement éclairé, voilà, écrit et signé des parents. On ne peut pas faire sans l'accord des parents parce qu'on va prendre un risque et il faut que les parents soient au courant de ce risque. Après, il faut leur expliquer ce qu'on va faire, les précautions qu'on va prendre, les risques qu'on prend, mais également toutes les précautions qu'on prend autour de ce risque. Et au fait, le but, c'est... on peut retarder un test de provocation orale à visée diagnostique. Après, il y a les tests oraux pour réintroduire. Il faut leur expliquer que retarder aussi longtemps la réintroduction, on peut rater la fenêtre de tolérance et faire que cette allergie dure beaucoup plus longtemps dans la vie. Donc vraiment, il faut leur exposer les choses, leur dire quels sont les avantages de faire ce test, même s'il est risqué, et avoir un contrat avec eux. Bien sûr, on peut pas le faire tout seul, et parfois le TPO est indispensable, on peut pas s'en passer. On peut s'en passer pour beaucoup de choses, mais dans certains cas, il est obligatoire. Merci, Dr Belhaj, et on passe à la communication suivante.